Nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Mali, demande de départ des ressortissants occidentaux, stratégie de déstabilisation ou chaos imminent. Nous nous interrogeons avec nos invités après l'ambassade des États-Unis qui a demandé aux ressortissants américains de quitter le Mali le plus tôt possible, même à travers des vols commerciaux, à cause d'une dégradation de la situation sécuritaire. Ces deux autres pays européens qui lui emboîtent le pas, l'Allemagne et l'Italie, ont également appelé leurs ressortissants à faire de même, à quitter le pays en cause de la dégradation de la situation sécuritaire marquée par le blocus pétrolier imposé par le GNIM, mais aussi les attaques des camions qu'on observe près de Bamako. Pour ces capitales européennes, la situation sécuritaire se dégrade dans la capitale malienne et un peu partout dans le pays. Mais que dire de ces réactions? Est-ce qu'elles sont faites juste dans le but de protéger leurs ressortissants face à un danger imminent, un chaos qui serait très proche de Bamako, ou plutôt une stratégie de déstabilisation psychologique des habitants de la capitale, ou des habitants maliens de façon générale? Nous nous interrogeons avec nos invités. Je commence par vous, Samir Ourosama. Généralement, quand les capitales européennes ou occidentales appellent leurs ressortissants à quitter un pays ou à quitter une localité, c'est que la situation est grave. Mais du côté du Mali, à suivre les sorties officielles, on a l'impression que ce n'est pas aussi grave que ça. On est en train de reprendre le contrôle de la situation et on pourrait imaginer que ces appels sont juste dans le but de déstabiliser la population. Je pourrais même aller plus loin en disant que lorsque les capitales des pays occidentaux arrivent à prendre de telles décisions, c'est parce que ces pays-là ont reçu des informations alarmantes, des informations très difficiles véritablement à admettre et qui compromettent ou qui compromettraient donc la sécurité de leurs ressortissants sur le sol. Au fait, quel est le problème? À la base, ce que les autorités maliennes ont décidé d'interdire la vente donc du carburant hors des stations d'essence dans les zones rurales. Alors que vous savez que dans le contexte de crise sécuritaire, les djihadistes, les terroristes se ravitaillaient donc à travers donc des petits points de vente donc dans ces localités-là. Donc les djihadistes ont vu dans cette mesure-là une façon de leur couper donc le ravitaillement en carburant véritablement, ont décidé de repliquer véritablement. Et ça nous amène à voir une autre réalité en face. C'est-à-dire que depuis le double coup d'État entre 2020 et 2021, on s'est rendu compte que rien n'a changé sur le terrain. La situation sécuritaire s'est détériorée davantage véritablement. Parce que quand vous regardez le blocus qui a été imposé par le groupe de soutien à l'islamo-musulman affilié donc à Al-Qaïda, donc au niveau donc du Mali, vous vous rendrez compte que ces gens-là, ils ont encore une capacité de frappe exceptionnelle d'ailleurs. Parce que l'exemple le plus palpable, c'est-à-dire que vous avez des convois de citernes qui transportent donc des carburants, escortés donc par les éléments donc de l'armée malienne. Et malgré ça, ces djihadistes-là ont réussi à attendre donc des embuscades et à faire des dégâts, notamment des morts par ici, des enlèvements de chauffeurs et même des militaires et tout. Ça veut dire que Bamako n'a pas le contrôle jusqu'alors de tout le pays. À côté de ça, de cette crise du carburant, vous savez que ce pays-là est confronté depuis quelques temps déjà par la crise de l'électricité véritablement. On est passé de 19 heures de disponibilité de l'énergie électrique à pratiquement 6 heures de temps. Et donc quand vous mettez ensemble ces informations-là, et vous savez que ces pays occidentaux, dans ces pays-là, ont les représentations diplomatiques. C'est-à-dire que ces pays-là ont des ambassades dans ce pays-là, le Mali. Or, que nous savons que le rôle d'une ambassade, c'est la représentation politique donc de son pays d'origine, la négociation des accords et des protocoles entre les deux pays, la promotion des intérêts nationaux, la protection des ressortissants et surtout l'information. Très très capital, parce que l'ambassade informe son gouvernement sur les événements et les conditions dans le pays hôte. Ça veut dire que ce soit les États-Unis d'Amérique, que ce soit l'Allemagne ou l'Italie, les différentes représentations diplomatiques au niveau du Mali ont collecté des informations de ces derniers événements, ont transmis au gouvernement de leur pays
et les gouvernements, en toute responsabilité, ont jugé donc de ces informations-là, parce que ce sont des États qui ont un service de renseignement très poussé. Ces pays-là ont des cellules d'information de renseignement qui travaillent 24 heures sur 24, et donc à l'analyse de ces informations-là, qui ont été transmises donc par ces ambassades au niveau du Mali, ont alerté donc leurs ressortissants d'évacuer le plus rapidement possible le sol malien, parce que les situations qui vont suivre, parce que vous savez, ces pays-là, ils sont dans la prospection, ils sont dans l'avenir, ils prédisent même l'avenir. C'est des gens qui ont une avance remarquable donc sur l'avenir. Donc je pense que c'est en toute responsabilité. Ce n'est pas pour dire que le chaos s'annonce. Non, ça n'a rien à voir cela. Parce que vous voyez, c'est le mal aussi de nos pays africains. Ces pays européens ou ces pays occidentaux, ils ont une considération énorme pour leurs ressortissants. Quand on dit que tu es américain, tu es allemand, tu es italien, c'est véritablement une protection qui est assurée. Partout où tu es sur la globe, le gouvernement a la lourde responsabilité d'assurer ta protection. Et je pense qu'ils sont en train d'accomplir leurs responsabilités en toute dignité d'ailleurs. Merci beaucoup. À vous, Samir Ourossama, il ne faut pas voir derrière ces appels une stratégie de déstabilisation psychologique des populations, selon vous? Absolument. Merci beaucoup. Alors, Louis Kamako, après les États-Unis, c'est l'Allemagne et l'Italie aussi qui appellent leurs ressortissants à immédiatement quitter le Mali. On connaît la situation sécuritaire au Mali ces derniers temps. Ces appels sont pour la protection de leurs ressortissants ou, comme le pensent certains, une manière aussi de déstabiliser les populations maliennes? Oui, je suis en fait d'accord avec Samy quand il dit qu'aux yeux des Occidentaux, leurs ressortissants valent plus que les yeux de la tête pour eux. Mais quand vous voyez un peu partout actuellement dans le monde, je pense que c'est pas seulement au Mali où il y a l'insécurité. Je ne pense pas seulement que c'est seulement au Mali où la situation sécuritaire est inquiétante. Jusque-là, on n'a pas vu les États-Unis en fait demander en fait à leurs ressortissants de quitter l'Israël. On n'a pas vu les États-Unis demander en fait à leurs ressortissants de quitter l'Iran par exemple. Alors que dans ces zones-là ou bien dans ces pays-là, la situation sécuritaire aussi laisse à des. Il y a la pénurie de carburant et la pénurie en électricité aussi en Israël. Non. Bon, est-ce que c'est les seules raisons qui doivent faire appeler les ressortissants à partir? C'est important pour assurer. Plus que la situation sécuritaire. Pour assurer une survie. C'est plus que la situation sécuritaire. Mais puisque le Mali, ce n'est pas sa première expérience en termes de problèmes sécuritaires. Pour vous, donc, le cas du Mali est plus grave que le cas d'Israël, par exemple? C'est des problèmes, c'est des éléments vitaux. C'est plus grave. Oui, c'est plus grave, oui ou non, tout simplement. Merci beaucoup. Est-ce que vous pensez que le problème de carburant et la pénurie de carburant coûte cher plus que aux autochtones que aux étrangers? Je ne pense pas. Il n'y en a même pas, lui. Je ne veux même pas épiloguer. On va laisser lui continuer parce que le temps n'est pas très grand pour ce sujet. De carburant, parce que quand vous allez aux informations, vous allez justement vous rendre compte que c'est une décision qui a été prise par les autorités maliennes en fait, à dessein. Vous parlez de la fermeture des écoles, juste parce que l'État veut donner les mêmes chances à tout le monde. Il y a eu de pénurie de carburant et qu'il y a certains élèves qui ont du mal à se faire déplacer. Donc pour que le niveau soit le même, pour mettre tout le monde au même niveau, on a juste décidé de fermer les écoles. Donc c'est pas une décision qui a été dictée de quelque part, c'est pas une décision qui a été dictée d'un groupe terroriste. Alors, pour moi, je pense que cette demande en fait des États-Unis, qui sont soutenus par beaucoup d'États, est pour moi une forme de soutien en fait au groupe djihadi GN. Pourquoi une forme de soutien si les gens menacent la sécurité des populations et que vous demandez à vos concitoyens de sortir, de partir, vous les soutenez donc? Vous voyez des États-Unis qui se disent première puissance du monde en fait. Et ils se disent être partenaire de tous les États qui veulent amorcer un développement, surtout en Afrique. L'idéal serait peut-être de venir en aide en fait au Mali. C'est toujours dans le cadre d'un accord de coopération et tant que le cadre n'est pas défini comme tel, les États-Unis ne peuvent pas débarquer leur armée sur le sol malien. Non mais là nous sommes dans une situation particulière, nous sommes dans une situation... Et c'est au Mali de demander cela. Et je le pense, les États-Unis ne veulent pas nous dire que les ressortissants qui sont au Mali ne contribuent pas à l'essor de l'économie américaine. Donc si aujourd'hui on leur demande en fait de se rapatrier, je pense que c'est un manque à gagner pour le pays. Est-ce pour autant qu'il faut laisser les ressortissants mourir si la situation était si grave que ça? Est-ce que cette situation en soi, est-ce que ce problème-là n'est pas résolvable? C'est la question que je vous pose. Justement, est-ce qu'il ne serait pas mieux pour les États-Unis d'aider en fait, ou bien de venir à la rescousse en fait du Mali en quoi faisant? En quoi faisant? Aujourd'hui, on sait que ceux qui sèment la panique ou bien ceux qui sèment la psychose au sein de la population malienne, c'est ce groupe-là, affilié à Al-Qaïda. Donc pourquoi ne pas soutenir l'État malien?
En quoi faisant ça, en apportant les armes ou en venant combattre à leur côté? Puisque c'est ce que je disais que tout à l'heure, que l'intervention, en tout cas, s'il faut intervenir, c'est dans le cadre d'un accord. Pardon? S'il faut qu'un pays intervienne au Mali, ça doit être dans le cadre d'un accord. Pas forcément. Mais aucun pays ne peut débarquer sur le territoire d'un autre pour dire que vous êtes en difficulté, donc je viens sans que ce soit, qu'il n'y ait pas d'accord ou pas, je crois qu'il n'est jamais trop tard pour signer un accord, pour négocier un accord. Si les États-Unis veulent effectivement protéger leurs ressortissants,